ah tiens, si je m'intéressais à la bourse. Et donc ce n'est plus élitiste, c'est maintenant ouvert à tous. Et c'est vrai que maintenant que c'est ouvert à tous, je pense qu'il y a un peu d'éducation et de vulgarisation nécessaire pour éviter de se retrouver avec uniquement des jeunes qui ouvrent un compte chez Binance et qui font de l'effet de levier 100 sur le dernier shitcoin à la mode. La motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on est de retour sur le Crayon Business. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Nicolas Chéron. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est un très grand plaisir de te recevoir sur le Crayon Business. Moi je te suis à titre personnel parce que je suis un passionné de finance en plus du reste. Et tu es, on peut le dire même quasiment, le plus gros influenceur finance, en tout cas dans le circuit un peu traditionnel. Oui. Et donc du coup tu es notamment aussi, t'écris notamment pour Zone Bourse, tu écris du contenu pour Zone Bourse. Et j'avais envie de commencer par cette question, et puis tu pourras rajouter sur des autres choses que tu fais. Pourquoi c'est un truc aussi élitiste, la finance? Pourquoi il y a aussi peu de gens en fait, dans le grand public qui s'y intéressent? Tu commences dur. Je commence dur, forcément. Alors, c'est amusant, c'est vrai que je t'en parlais un petit peu avant qu'on commence cette émission, mais avant, la finance était fermée aux CSP++, aux gens qui avaient vraiment beaucoup d'argent et qui, une fois qu'ils ont fait de l'immobilier, des produits de financement, des économies d'impôts, etc., vont se dire, bon, bah, est-ce que je pourrais faire de la bourse ? Donc avant, on avait des personnes plutôt âgées, plus de 40-50 ans, qui voulaient se créer un patrimoine, faire fructifier. Et puis, il fallait aussi quand même un bagage. Des connaissances économiques, politiques, sur les politiques monétaires, les banques centrales. Donc ça demandait de l'argent, de l'envie, beaucoup d'informations et de la compréhension. Et alors je trouve et de l'accès aussi peut-être à pouvoir investir. Et l'accès aussi donc avec les médias comme vous et puis les courtiers pour faciliter aussi l'accès au marché. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus élitiste, justement. C'est ce que je voulais te dire, c'est que avec ces 10 dernières années et les médias qui se sont démocratisés, l'accès à l'information, ces 10 dernières années aussi les courtiers qui sont devenus de plus en plus qualitatifs, avec de plus en plus d'outils, mais aussi avec une certaine simplicité, des tarifs extrêmement bas qui permettent même à ceux qui ont des tout petits comptes de commencer à faire beaucoup de plateformes se sont lancées d'ailleurs sur ce modèle-là. Avec des ordres très faibles, voire parfois des ordres gratuits, mais dans ces cas-là, les frais sont un petit peu cachés, donc il faut creuser. Et donc, entre l'accès à l'information, les médias, la facilité qu'on a aujourd'hui à trouver des courtiers, à ouvrir un compte, et même avec des petites sommes, tout ça fait qu'on a une effervescence. Je pense que ça a été exacerbé par le Covid. Les gens étaient enfermés chez eux, ils se disaient bon qu'est-ce que je peux faire? Et là, on a eu des dizaines de millions de personnes à travers la planète. C'est souvent le cas lors de crises, lorsqu'on a une forte chute des marchés, qui se sont dit « Ah, tiens, si je m'intéressais à la bourse ». Et donc, ce n'est plus élitiste, c'est maintenant ouvert à tous. Et c'est vrai que maintenant que c'est ouvert à tous, je pense qu'il y a un peu d'éducation et de vulgarisation nécessaire pour éviter de se retrouver avec uniquement des jeunes qui ouvrent un compte chez Binance et qui font de l'effet de levier 100 sur le dernier shitcoin à la mode. Oui, parce que en fait, la crypto, j'ai l'impression, a été, en tout cas pour notre génération, un vrai canal d'entrée dans l'investissement. Parce que c'était facile, accessible. Il y a même depuis Revolut, par exemple, on peut le faire directement. Ouais. Binance, que tu citais. Mais j'ai l'impression que ça en fait presque oublier l'ensemble même de ce que peut être l'investissement, voire même la spéculation financière. Alors, toi, tu vois ça comment? D'ailleurs, est-ce que tu y crois même aux cryptos ou à ces écosystèmes? Alors, ça fait beaucoup de questions à la fois. Ça fait beaucoup de questions. Je pense que malheureusement, beaucoup sont venus parce que ça paraissait facile, que ça montait tous les jours et que certains influenceurs étaient potentiellement devenus millionnaires soit en crypto, soit en vendant de l'apport d'affaires à des courtiers. Et ce que je trouve très positif, c'est que j'ai vu beaucoup d'entrants sur les cryptos et les gens ont compris qu'il fallait faire le do your research, tu vois.
Si tu achètes le dernier shitcoin qui perd 80%, c'est que tu n'as pas fait tes recherches. Voilà. Si, sur la solidité du projet si ou tu sur d'autres prends choses. tes trades parce que tu regardes un influenceur ou tu lis que des tweets, ça va pas. Il faut quand même bosser. Hein. C'est de l'investissement, on y met de l'argent, on cherche une rentabilité. Et il y a eu un peu l'appât du gain facile qui a fait venir beaucoup de gens. Ce que je trouve très positif par contre, c'est que par exemple j'ai eu pas mal de jeunes qui avaient fait de la crypto pendant des années et qui ont vu la capitalisation boursière des cryptos s'envoler et qui se sont dit j'ai fait de l'argent, maintenant il faut que je le sécure, et quand ils veulent le sécuriser, ils viennent vers les actions et ils disent ah je vais peut-être acheter des actions parce que quand j'achète des actions j'ai plus l'impression d'avoir un morceau d'un projet, de soutenir la société, l'économie, les entreprises. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça viendra avec ça. Hein. Les cryptos, au final, une crypto, c'est une action, c'est un projet, c'est une deadline, c'est des gens, c'est des partenaires, etc. Mais voilà, ils ont compris aussi que quand on achetait du Apple ou d'autres grosses sociétés, c'était des boîtes qui étaient en place, qui étaient bénéficiaires, qui gagnaient de l'argent, qui créaient de la richesse, alors que beaucoup de projets crypto, aujourd'hui, je crois qu'il y a 15 000 cryptos. Il y en a peut-être les 3/4 qui vont disparaître à terme. Donc, Complètement, et puis en plus le côté action, c'est des entreprises dont on peut être même client. Si on investit sur, je sais pas, sur Meta, sur Snapchat, sur Apple que tu citais, si on a son putain d'iPhone dans la poche, c'est pas illogique que d'investir dans Apple parce que du coup en fait on est premier client. Historiquement, si tu regardes en fait les investisseurs actions, celui qui travaillait chez AXA avait du AXA en PE, celui qui travaillait dans les banques avait pas mal de bancaires en portefeuille, celui qui était, je sais pas moi, dans la sidérurgie ou métallurgie partenaire de Vallourec allait acheter du Vallourec parce qu'il se dit leur carnet de commandes est rempli. Et Warren Buffett disait ça, il disait investissez dans quelque chose que vous comprenez. Et investissez dans des boîtes qui pourraient même être gérées par des abrutis qu'elles tourneraient quand même. Et donc des business de qualité récurrents dans le temps. C'est pour ça que par exemple Warren Buffett détient une ligne de Coca-Cola depuis Mathusalem. Oui, et qui en plus au final fait qu'augmenter avec le marché. Ça augmente avec le temps, les dividendes, les intérêts composés. Donc voilà, je trouve que la finance est de moins en moins élitiste, elle est de plus en plus ouverte et compréhensible. Tout le monde y a accès maintenant. Parfois pour de mauvaises raisons, on vient pour un influenceur, pour un vendeur de signaux, etc. Mais je pense que une fois qu'on fait quelques années, qu'on fait ces quelques petites erreurs, qu'on apprend, qu'on discute avec ses amis, qu'on voit ce qui se passe, on arrive logiquement à un investisseur qui se dit je vais avoir un PEA pour faire des actions, du long terme, des ETF, du dollar cost average, parfois du DCA, des achats mensuels programmés, et je vais avoir un compte trading, soit un compte titre, soit un compte CFD ou un compte crypto sur lequel je vais vibrer un petit peu plus, en quelque sorte. Je comprends, donc en fait, ce que tu essaies de dire, c'est que le but de la finance, c'est pas de vous rendre riche rapidement, c'est de vous rendre riche à la fin de l'histoire, quoi, en fait. C'est ça, j'avais fait un podcast avec Mathieu Stéphanie qui s'appelait « Devenir riche lentement mais sûrement ». En fait, Warren Buffett dit, c'est ça, les gens ne veulent pas devenir millionnaires parce que c'est ennuyeux et c'est long. Et c'est là toute la différence entre un jeune qui va se dire « Ok, si je mets tout mon salaire ou que je fais un prêt demain et que je le mets dans tel shitcoin avec un effet de levier maximum, je vais devenir millionnaire » et quelqu'un qui se dit « En fait, je peux devenir millionnaire en mettant 100 € par mois de côté toute ma vie. Sans aucun stress, aucun temps de travail, juste en étant régulier et en faisant travailler l'argent, les dividendes et les intérêts composés sur une période longue. » Warren Buffett d'ailleurs, 80% de sa fortune, je crois, il les a fait après ses 60 ans. C'était le temps que la magie des intérêts composés prenne le dessus. Je pense que voilà, quand tu es un jeune et que tu mets 50 € par mois, tu te dis si je fais ça par an, ça fait 600 €, au bout de 3 ans j'aurai que 2000 € et tu trouves ça peu, mais fais un tableau sur 30 ans où tu passes de 500 à 100 à 300 puis à 500, voire même pourquoi pas un jour à 1000 € par mois, et tu fais ton tableau Excel et tu traces ta courbe, et là ça te fait vibrer, tu vois. Sauf que ça te fait vibrer dans un processus qui est plus long certes, mais qui est beaucoup plus qualitatif, où tu vas y passer beaucoup moins de temps. Alors pourquoi je te parle du temps et du stress? Parce que tu peux voir mes quelques petits cheveux blancs. Moi ça fait 15 ans que je suis connecté au marché, j'adore ça, etc. J'ai travaillé chez 3 courtiers sur des produits souvent à effet de levier, donc les monnaies chez FXM qui était un leader américain sur l'échange, ou chez CMC Markets qui était un important sur les CFD.
Et en fait, sur tout ce qui est produit effet de levier, c'est pour ça que je dis attention aux cryptos, j'adore ça, mais attention, sur tout ce qui est produit effet de levier, les monnaies, les CFD, les cryptos, 90% des traders particuliers perdent, 90% des investisseurs qui font du moyen long terme gagnent. Et pourquoi ça? Pourquoi le court terme est aussi prend autant de défaites? Parce que le court terme est aléatoire. Le court terme est aléatoire et peut varier très rapidement dans un sens ou dans l'autre. Et c'est vrai que il est compliqué d'essayer de timer le marché. On dit souvent que time in the market, le temps dans le marché, est plus important que timing the market, de trouver quand est-ce que c'est le point haut et le point bas. Oui, donc en fait, il faut avoir des intuitions ou des velléités d'investissement sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Ce qu'il y a, c'est que quand tu regardes la bourse sur 100 ans, c'est le véhicule d'investissement qui rapporte le plus d'argent à ses détenteurs. Sur les 40 dernières années, le CAC 40 seul te donne 6% par an. Le CAC 40 dividende réinvesti te donne 9% par an. Le S&P 500 aux États-Unis te donne 9,5% par an. Et en fait, quand tu regardes sur quelques années, tu vois souvent des crises. Tu vois la crise de 2020, tu vois la crise de 2008, oui, tout le monde panique quand il y a des crises en fait. Mais quand tu lisses la performance sur le moyen long terme, sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu lisses les crises. Et quand tu regardes la bourse depuis 100 ans, tous les 10 ans, on est plus haut que les 10 ans d'avant. Puisque faut pas oublier que les indices boursiers, c'est les meilleures entreprises de chaque pays. Et que ces entreprises-là, elles continuent de croître. Et que tant qu'on est dans un monde capitaliste avec une croissance, tant qu'on a une croissance mondiale qui perdure, on a des entreprises les plus fortes du monde qui croient, mais encore plus vite. Et donc, on a des indices boursiers qui montent. Voilà. Okay. Donc, mis à part, si tu penses que ça va être la fin du monde demain et qu'il vaut mieux te construire un bunker et t'acheter des boîtes de conserve, si tu as un minimum positif sur l'avenir et sur certaines tendances du marché, eh bien, il faut investir en bourse. Oui, mais tu parles d'être positif, justement, j'ai l'impression, et je suis beaucoup plus novice que toi, il n'y a même rien à voir, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément cet effet de confiance aussi autour des marchés. C'est-à-dire qu'en fait, pour des entreprises qui, sur leur bilan financier, seraient à peu près similaires ou pas très éloignés, il peut y avoir des différences de valorisation et donc du coup de gains en achetant des actions qui seraient énormes. Je prends l'exemple de Tesla qui est un peu facile, qui est l'exemple souvent repris, mais j'avais lu quelque part que Tesla avait 30 fois la valorisation, en proportion 30 fois la valorisation du nombre de véhicules vendus avec General Motors. Comment c'est possible? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a avec ça en fait? Comment on peut se retrouver dans cette situation-là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça? Alors, je dirais que il y a la valeur fondamentale d'un investissement et tu vas comparer une marque de voiture aux autres marques de voitures et tu vas regarder les valorisations et fonction de si le produit est un petit peu plus charismatique comme Ferrari ou fonction de si le PDG est un peu plus charismatique comme Carlos Ghosn à l'époque sur Renault. Eh bien tu peux avoir une différence de prix parce que plus les gens vont aimer une marque, plus ils vont la voir comme quelque chose de positif, de beau, de premium, plus ils vont avoir envie d'en détenir et donc tu peux créer à ce moment-là une différence de valorisation. Et puis ils auront même envie d'acheter les produits en soi. Aussi. Ah bah ça devient des grands fans. Après ils ont l'action et la voiture et c'est le top du top. Il y a tout. Tesla, c'est le paroxysme de cela, c'est-à-dire que là on parle d'un des plus grands influenceurs de la planète, un des plus grands trolls, Elon Musk, qui troll les gouvernements, qui troll les marchés financiers, qui troll des réseaux sociaux, qui troll des réseaux sociaux et qui les rachète derrière, c'est absolument énorme. Et il y a ça qui est rentré en ligne de compte, des gens qui se sont dit c'est un milliardaire qui invente l'avenir, qui sait qu'il faut changer de planète vu la vitesse à laquelle on bousille la nôtre, donc il a peut-être raison de vouloir aller sur la Lune ou sur Mars, qui sait qu'on va avoir des problèmes avec les énergies fossiles et qu'il faut peut-être faire de la voiture électrique et qui veut donc mettre des voitures électriques sur l'ensemble de la planète. Et en fait, on a comparé une industrie vieillissante de voitures à une industrie naissante qui était l'électrique, les véhicules électriques, etc. Mais on n'a pas pris. Mais quand les gens comparent Tesla et Renault, c'est un peu des choux et des carottes parce qu'en fait Tesla c'est pas qu'une marque de voiture, c'est une marque qui dépose des brevets, c'est une marque d'électronique, c'est une marque de R&D en fait. De R&D totalement, qui invente l'avenir et qui va en être un des plus grands acteurs. Donc en fait quand les gens surpayent
Tesla peut-être ces dernières années, c'est parce qu'ils se disent que dans 10 ans, Tesla, c'est ridicule pour l'instant, la taille du marché des véhicules électriques par rapport aux voitures normales, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une place pour encore faire x20 facile sur le véhicule électrique. Donc les gens se disent, voilà, à l'instant T, c'est vrai qu'ils en vendent pas encore énormément, mais la rentabilité est en train de venir. Dans 5 ans, 7 ans, ça deviendra le géant, ils vont bouffer tous les autres vont mourir, et il est donc légitime qu'aujourd'hui, on surcote ça, quoi. Ouais, je comprends. Et en plus, lui, et on en discutait un peu en off, mais ça lui permet de faire levier pour pouvoir en plus faire d'autres acquisitions qui contribuent aussi, selon moi, là c'est que mon avis, mais à la confiance qu'on lui accorde en tant que grand entrepreneur en fait. Et donc du coup en fait c'est aussi un peu ça, c'est est-ce que la bourse est aussi une forme de thermomètre de la confiance quoi. Alors la bourse c'est un thermomètre de la confiance pour une action ou pour le marché en général? Peut-être les deux, mais là, peut-être les deux. Dans le cadre de Tesla, c'est peut-être aussi... Là, la survalorisation de Tesla vient de la confiance aveugle des gens dans la capacité d'Elon Musk à performer, dans ce qu'il fait actuellement, mais aussi dans la suite. C'est énorme quand on y réfléchit. Et soit c'est un grand maître qui va encore montrer à tous ceux qui le détestent que c'est lui le patron, soit... il va avoir, c'est la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, il va devenir énorme, à un moment donné, c'est ce qu'il est en train de faire, il va mettre en collatéral des actions Tesla pour acheter du Twitter. Donc il met en collatéral de la confiance pour acheter de la confiance quoi. C'est ça, sauf qu'aujourd'hui, en gros, si Tesla demain perd 43%, Elon Musk se retrouve en margin call, en appel de marge sur ses positions. Précise ce que c'est pour ceux qui savent. En gros, il a mis des actions Tesla à $1 500 pour dire... je prends un prêt de X millions, mais vous inquiétez pas, en face, il y a des actions qui valent ça. Sauf que si l'action perd 50%, enfin 43% exactement, le collatéral qu'il a mis en face de son prêt pour dire vous inquiétez pas, j'ai une assise financière assez importante, aura fondu comme neige au soleil. Ne sera plus assez important, et là la banque lui dira mon coco, faut remettre quelques milliards au pot si tu veux garantir ta position. Donc je ne sais pas s'il est en train encore une fois de nous faire un coup de génie ou si à force de faire le malin il va se prendre un pain. Il doit avoir des sacrées insomnies quand même le bonhomme. Je sais pas, mais en tous les cas, force est de constater que c'est un génie et c'est un inventeur, ou en tous les cas c'est quelqu'un qui fait inventer des personnes intelligentes et c'est à l'image de notre monde actuel. On parle de milliers de milliards, alors qu'avant on parlait de centaines de milliards. On fait déplacer une action avec de simples tweets. Je saurais pas te dire si c'est bien ou pas, si tu veux. Je comprends. Je suis dubitatif. Je comprends. Et pour revenir à la confiance sur le marché global, j'ai l'impression, et je le dis pour le coup là de mon éducation plus personnelle, mais que les gens qui s'intéressent à la bourse et encore plus au niveau mondial sont souvent des gens capables de très bien prévoir et analyser les mouvements de fonds qui dépassent complètement le cadre financier, des mouvements politiques, des mouvements sociaux, des mouvements d'innovation. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi doué en fait pour prévoir ces choses-là quand on s'intéresse à la finance? Est-ce que la finance est à la racine de tout? C'est ce qui m'a fait m'intéresser à ce secteur et c'est ce qui m'a fait adorer ce métier d'analyste boursier. C'est que quand on s'intéresse à la bourse, déjà tu mets le doigt dedans, tu te fais aspirer. Il y a une base. Un peu comme un casino quoi. Il y a une base pour comprendre en fait le socle des marchés financiers qui est assez importante. Mais c'est comme tout, hein. Les gens veulent faire du trading sans accepter d'avoir à bosser avant. Je rappelle que pour être pilote de course, il faut quelques années d'entraînement. Pour être chirurgien aussi, il faut respecter des règles et en plus s'entraîner. Pour la bourse, le trading, l'investissement, c'est pareil. Donc prenez votre temps, faites vos recherches. Pourquoi la bourse, je trouve ça génial? Parce qu'en fait, tu suis toutes les statistiques de toutes les grandes zones économiques, tous les grands secteurs, leur développement ou non. La tectonique des plaques sociétales, les monnaies, les matières premières, et donc en suivant les marchés financiers, en fait, tu suis, j'ai l'impression de suivre tout ce qui se passe sur l'ensemble de la planète à un instant T, tu vois, les guerres, les conflits, le cours des matières premières, le fait que quand il y a une guerre en Ukraine, il y ait une dizaine de pays africains qui peuvent plus avoir de blé et que ça crée des famines et des mouvements sociétaux ou des déplacements de population. Ouais, donc en fait la guerre en Ukraine crée de l'immigration en Afrique par des logiques de finance. C'est fou ça. Tout est imbriqué.
comme un grand puzzle où bah, voilà, tu mets les pièces au fur et à mesure et tu commences à un moment donné à avoir une vue d'ensemble. Alors je pourrais même pas te dire que à 37 ans, après 15 ans devant les marchés, j'ai une vue d'ensemble qui soit correcte, c'est la mienne. Et au bout d'un moment, tu te dis... Alors, ça c'est pour revenir sur un autre point où tu as dit que certaines personnes sentaient les tendances. Je dirais qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont les suiveurs, qui vont se dire qu'est-ce qui a marché et qui pourrait continuer de marcher, je vais faire comme tout le monde. Je suis pas intéressé par surperformer, je veux juste... ma performance de 6% par an m'ira très bien sur les 20 ans qui viennent en moyenne. Et il y a ceux qui se disent, bon, c'est quoi les nouvelles technologies de demain ? Est-ce qu'il faut aller dans les biotech, les énergies renouvelables, les biocarburants, les batteries électriques les MBTI, les techniques les innovations de biotechnologie et de nanotechnologie, toutes ces choses-là. Alors, au début, tu te dis c'est génial, je vais faire des biotech, je vais aider des entreprises à faire de la recherche contre le cancer. Une fois que tu as creusé un petit peu, tu t'es rendu compte que 95% des biotech en France faisaient perdre de l'argent à leurs investisseurs. Donc, il faut trouver les bonnes idées, mais aussi les bons véhicules d'investissement. Oui, parce que le jour où on a trouvé un médicament contre le cancer, en fait, du coup, on va pas vouloir le donner gratuitement, mais le facturer pour se rembourser. Donc, en fait, tu rentres dans un... Ouais, je comprends. Et ouais, les biotech, c'est très particulier. C'est pareil, les énergies renouvelables, il y a des tendances. Il y a 5 ans, tout le monde, enfin quelques-uns se disent il faut acheter des énergies renouvelables. Et donc tu as une hausse qui s'est faite. Et puis il y a 1 an et demi, tout le monde s'est dit il faut des énergies renouvelables. Et tout le monde a foncé dessus. Ça s'est envolé, derrière ça a reperdu 30-40% sur la plupart des dossiers. Donc il y a ceux qui arrivent en amont sur les bonnes idées, puis il y a ceux qui les suivent un peu tardivement et qui parfois subissent. Oui, c'est ce que tu disais en disant quand mon chauffeur de taxi me parle d'un investissement boursier, c'est qu'il faut en sortir, quoi. C'est ça, quand le Bitcoin est à 60 000 et que le chauffeur de taxi t'en parle. Alors, quoique aujourd'hui le chauffeur de taxi, et j'en suis toujours surpris, c'est assez intéressant parce que, étant donné qu'ils écoutent la politique, l'économie et qu'ils rencontrent des gens au quotidien, ils sentent bien la société, tu vois. Je suis d'accord. Donc on va dire la boulangère. La boulangère. mais la question que j'aimerais comprendre, moi j'ai un ami qui me disait, quand mon grand-père m'a commencé à me parler des cryptos à Noël, j'ai compris qu'il fallait que je vende. Et d'ailleurs, il a eu complètement raison vu le petit crash qu'il y a eu. Pourquoi ça, en fait comment on explique ce phénomène ? Bah, au début, dans un marché quel qu'il soit, au début d'un mouvement, c'est les initiés qui rentrent. C'est les gens qui, en amont, sont investisseurs du projet ou ont des amis d'amis et ils rentrent sur le projet. Puis tu vas avoir une vague d'adoption, des nouveaux entrants, des investisseurs, puis des spéculateurs, puis des court-termistes. Et à un moment donné, tout le monde va se mettre à se parler de tel ou tel secteur ou telle action qui monte. Ça va créer un effet d'entrain qui va faire que cette hausse va continuer, parfois, jusqu'à ce qu'on en parle à la télé. Le CAC 40 post-Covid passe de 4000 à 6500 points, on en parle peu à la télé. Le jour où le CAC touche les 7000 points et fait un nouveau record historique, on dit à la télé « ça y est, la bourse c'est génial, ça remonte », c'était le point haut. Pourquoi ça continuerait pas après ça ? Ah bah parce que tout le monde ne peut pas gagner. Les initiés qui sont rentrés au tout début, ils ont profité de la hausse. Lorsque les derniers petits acteurs, nouveaux entrants, débutants, etc. rentrent alors qu'on est sur des niveaux de valorisation élevés, c'est à ce moment-là que les gros rentrés au tout début se disent « moi je vais leur donner mon papier parce que on est bien monté, on s'est bien apprécié, maintenant je pense que ça n'ira pas plus haut ». C'est un échange de papier entre les initiés et les derniers arrivés. Ok. Ouais, donc ça reste toujours pas trop éloigné des schémas un peu à la Ponzi, sans dire que c'est une pyramide de Ponzi, mais ça reste toujours quand même le dernier arrivé et le premier baiser, si tu me permets. Qui se fait avoir. Ouais, c'est ça. On a 2 questions par lesquelles on termine toutes nos interviews sur le crayon. La première, quelle personne tu aimerais voir dans ce type d'interview sur le crayon business ? Vous avez déjà eu Christophe Barrault ? Non, pas du tout. Ah bah Christophe, c'est notre star française de la macroéconomie. En fait, il est meilleur prévisionniste Bloomberg pour l'Europe, les États-Unis et la Chine entre la première et la deuxième place depuis 6 ans. Il y a des trimestres où il est le meilleur prévisionniste des futures statistiques macroéconomiques, de l'emploi, de la production industrielle, du PIB chinois ou européen, et c'est le meilleur de la planète. Et il est français, donc profitez-en. Christophe Barrault, on recevra avec plaisir.
Et est-ce que tu as une phrase, une citation, une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre que tu portes au quotidien comme une forme de credo ou une forme de mantra de vie que tu aimerais partager aux gens? C'est une phrase que j'utilise très souvent pour les gens qui commencent la bourse, c'est la probabilité de faire un gain sur une action haussière est bien plus élevée que la probabilité de faire un gain sur une action baissière. Parce qu'en fait, le particulier souvent va se dire je vais acheter une action qui baisse, je vais pas la payer cher en espérant qu'elle se retourne. Sauf que les bonnes sociétés ont des actions qui montent la plupart du temps et qu'il est très rare qu'on arrive au beau moment où une société qui n'allait pas bien se met à aller bien, ce qu'on appelle une recovery. Et il y a beaucoup plus de chances de gagner de l'argent sur des actions, des sociétés qui ont fait leurs preuves, qui continuent de monter et qui inscrivent des nouveaux records annuels ou historiques, parce que ça prouve qu'à l'instant T, certains investisseurs sur la planète sont prêts à payer un prix plus élevé que la veille pour ce même dossier, et ça c'est positif. Donc, il faut vraiment se former à des concepts de base, le concept de tendance, the trend is your friend, et puis il faut absolument que les débutants arrivent à faire voler en éclats les phrases bêtes et méchantes qui ont fait perdre énormément de gens en bourse depuis 20 ans, comme pas vendu, pas perdu. Pas vendu, pas perdu, c'est je garde mes actions, ça baisse mais ça remontera un jour. Non, il y a des actions qui ne remontent jamais, il y a des actions qui font faillite, il y a des actions qui sont divisées par 100 qui ne remonteront jamais. Et l'argent est mal alloué parce que pendant ce temps-là, il pourrait être alloué à des actions qui montent. Alors, d'une part, l'argent est mal alloué, on perd. D'autre part, on ne gagne pas sur autre chose. En plus de ça, on perd en temps et on se mine le moral. Puisque à chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, tu vois l'action boulet à moins 60. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut garder l'initiative. Il ne faut jamais qu'on ait l'impression de subir en bourse. On sent que le marché est lourd, qu'il y a une guerre, que ça va pas, que ça commence. Eh ben on coupe, on crée une poche de cash, on est moins stressé, on dort mieux le soir et on est plus à même de trouver de nouvelles idées demain et de revenir sur le marché. Alors que celui qui va juste serrer les fesses, courber les chines, rester 100% investi et prier très fort, des fois ça passe, des fois ça fait très mal et pendant pas mal d'années. Merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment super intéressant. Et puis merci de nous avoir accueillis chez Brigitte, délicieuse découverte. Et puis on vous conseille d'y aller si vous êtes à Paris évidemment. Ah bah oui, le meilleur resto de Paris. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à nous dire ce que tu as pensé de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.